Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24. Bienvenue dans la semaine dans le monde. Nous revenons ce soir non pas sur l'actualité marquante de la semaine, mais sur celle de l'année 2022 avec nos éditorialistes. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Ziad Limam. Bonsoir Ziad. Bonsoir. Directeur du mensuel Afrique Magazine. En face de vous, Mariam Pirzadeh. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Rédactrice en chef à France 24 et ancienne correspondante pour la chaîne en Iran. Bonsoir. Julie Dungeloff, grand reporter à France 24. Et puis Claude Veil, éditorialiste. Bonsoir à vous. Bonsoir. L'Ukraine, la guerre de Poutine. Bien sûr, on démarre avec cela le 24 février dernier. À 5h30 du matin, Vladimir Poutine annonce une opération militaire spéciale à la télévision. Des frappes aériennes sont suivies de l'entrée de blindés dans le territoire ukrainien en plusieurs points de la frontière qui sépare la Russie de l'Ukraine, menaçant Kiev au nord et Odessa au sud. On écoute Vladimir Poutine. L'ensemble des événements et l'analyse des informations montrent que l'affrontement entre la Russie et les forces nationalistes de l'Ukraine est inévitable. Ce n'est qu'une question de temps. Ils se préparent, attendent le bon moment. Maintenant, ils souhaitent avoir des armes nucléaires. Nous ne permettrons pas que cela se produise. Les républiques populaires du Donbass se sont tournées vers la Russie pour demander de l'aide. Ainsi, conformément à l'article 51, partie 7 de la Charte des Nations Unies, j'ai décidé de mener une opération militaire spéciale. Son but est de protéger les personnes soumises à des abus, à un génocide par le régime de Kiev pendant 8 ans. Nous cherchons à démilitariser et à dénazifier l'Ukraine, à traduire en justice ceux qui ont commis de nombreux crimes sanglants contre des civils, y compris contre des citoyens de la Fédération de Russie. Dans le même temps, nous n'avons aucun objectif d'occupation du territoire ukrainien, ni d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit par la force. Je commence avec vous parce que vous y êtes allé en Ukraine, à Odessa notamment. Donc c'est la guerre de Vladimir Poutine et en face la résistance des Ukrainiens derrière leur président Volodymyr Zelensky, personnalité de l'année selon le Time Magazine. La nation ukrainienne, est-ce qu'elle s'est renforcée dans son identité ? Oui, et c'était vraiment très intéressant à observer, notamment à Odessa. Donc moi, j'ai commencé à couvrir la guerre côté russe. Le 26 février, j'étais côté russe. J'ai pu observer ce pays qui se rétracte petit à petit et qui se referme sur lui-même à coup de sanctions, de fermeture d'espace aérien. Et très vite après, je me suis rendue à Odessa. Ce qui est intéressant dans la région d'Odessa, notamment, c'est que c'est une région qui est plutôt pro-russe. Et j'interviewais les gens dans la rue et qui étaient plutôt opposés au départ à Zelensky. Et évidemment, cette offensive, cette guerre menée par Vladimir Poutine a renforcé la nation ukrainienne autour de Zelensky. Et on a eu un sentiment de très forte résilience qu'on sent encore aujourd'hui de la part de la population ukrainienne et de soutien, de front autour du président Zelensky, qui pourtant n'était pas apprécié dans cette zone particulièrement. Claude Veil, c'est vraiment l'événement le plus marquant de l'année, cette guerre en Europe, son impact humain, son impact géopolitique, économique. Le retour des guerres du 19e en plein 21e siècle. Quand on écoute, c'était très intéressant de réécouter la première déclaration de Poutine au moment où il lance l'offensive. Parce qu'on s'est beaucoup interrogé sur les buts de guerre. Mais en fait, en l'écoutant, je me rends compte que les buts de guerre étaient parfaitement explicites tout de suite. C'était renverser le régime de Zelensky, installer un régime fantoche et vassaliser l'Ukraine sur le modèle de la Biélorussie. C'était ça le schéma. Rien n'a marché comme il le pensait, parce que, comme tous les dictateurs, il vit dans une bulle cognitive et un système de cours qui lui cache le monde réel. Et dans le monde imaginaire de Poutine, qui est le monde grand russe du 19e, de la littérature, c'est une constante dans la pensée russe, la grande Russie. L'Ukraine n'existe pas, c'est une chose qu'il a dite depuis 150 fois. Il y avait ce mythe-là, l'Ukraine n'existe pas, qui, vu de Paris, je dis, dénonce une inculture incroyable, parce que moi, je suis allé en Ukraine plusieurs fois il y a des années, et j'avais toujours été frappé au contraire par la puissance du sentiment national ukrainien que les Russes ignorent, c'est ça, qu'ils avaient carrément occulté. Et évidemment, la guerre a renforcé ça considérablement, et donc, du coup, le but de guerre est devenu de plus en plus flou. Ça a été l'annexion
de Lugansk et Donetsk, et puis ensuite d'autres oblasts, parce qu'il avait mis le pied militairement dessus. Il a organisé ce référendum bidon avec les gens qui étaient restés sur place, et dans des conditions totalement truquées, évidemment, qui ne pouvaient que valider à 90 ou je ne sais plus combien l'annexion. Mais en réalité, on est face à un régime qui ne sait plus comment sortir de cette guerre dont on voit bien qu'elle n'est plus vraiment gagnable. Donc la sortie paraît de plus en plus impossible à écrire, puisque on n'a jamais vu dans l'histoire un dictateur survivre politiquement à une guerre perdue. Donc comment Poutine peut-il gérer sa défaite? Peut-il acter sa défaite? Peut-il acter sa défaite, et si oui, dans quelles conditions? C'est la question qui va dominer l'année 2023. Ziad, les buts de guerre, justement, de Vladimir Poutine, on l'entend effectivement parler tout de suite de dénazification de l'Ukraine. Comment on peut la qualifier finalement? C'est une guerre idéologique? C'est une guerre idéologique. Claude a assez bien décrit le scénario mental qu'il y a derrière ça. Je pense aussi qu'on a inventé des mots. Enfin, on a inventé des mots tout en se basant aussi, pour ceux qui connaissent mieux la Russie que moi, la dénazification. Les nazis, ils étaient dans l'histoire ukrainienne, ils étaient à la Seconde Guerre mondiale, etc. Il y a une espèce de mélange. Mais des mots qui résonnent beaucoup dans l'histoire russe. Donc il y a eu un mélange d'idéologie, de buts stratégiques, de biélorussisation de l'Ukraine, du fait que Kiev, c'est une ville russe, comment ça, le Donbass. Bon, tout ça est mélangé, mais malgré tout, c'est aussi une guerre d'invasion de type colonial, de recréation de l'Empire. Et on a lu, par exemple, les interviews d'Angela Merkel, qui a beaucoup été critiquée sur sa politique pro-russe, que ce soit sur le plan énergétique, etc. Et elle dit, franchement, les accords de Minsk 1-2 ont été des accords d'attente pour permettre à l'Ukraine de se préparer, parce qu'on savait qu'à un moment ou un autre, les Russes allaient passer en mode offensive militaire. Donc tout ça a été... Elle dit qu'elle savait, Angela Merkel. En tout cas, c'est ce qu'elle dit dans ses interviews. Après, c'est plus facile quand on n'est pas au pouvoir, parce qu'elle a été confrontée à ces questions. L'autre chose qui m'a frappé, je pense que du côté russe, il y a eu l'idée qu'il n'y aurait pas de réaction, ou très peu de réaction, ou qu'il y aurait une division de l'Occident, que les États-Unis étaient occupés à autre chose. Et on a vu très très vite, ce qui prouve aussi qu'il y avait quand même, à mon avis, un sens d'anticipation. On savait que ça allait arriver. On a vu très très vite des choses se mettre en place, que ce soit sur le plan militaire, l'échec de l'offensive sur Kiev, l'échec de la prise de l'aéroport. Tout ça ne peut pas être totalement spontané, organisé en 2 heures. Donc c'était probablement prévu. Et la relative union de l'Union européenne, des Européens sur ce conflit, tout ça, je pense que les Russes l'ont sous-estimé. Et on pourrait parler après de l'aspect purement militaire, où on découvre que ce n'est pas aussi une armée aussi efficace qu'elle le dit. Ça me fait penser un peu... C'est en ça que cette guerre m'a aussi intéressé et fasciné. C'est à quel point la guerre est un révélateur. C'est à la fois une porte ouverte sur l'inconnu, rien ne s'est passé comme prévu, mais en même temps, c'est un formidable révélateur. De la même façon, souvenez-vous-en qu'il y a quelques décennies, l'incapacité de l'URSS à traiter le tremblement de terre en Iran avait été un révélateur du délabrement du système soviétique. De la même façon, cette guerre est un révélateur terrible de la réalité du régime. D'abord, la nature totalement dictatoriale, le côté absolument irréaliste de la clique au pouvoir à Moscou, l'abrogation des libertés publiques, au point que maintenant, même les plus pro-russes, en France notamment, ont complètement oublié leurs déclarations passées, qui idolâtraient Poutine. Ils en avaient fait leur modèle politique. Et en même temps, la faiblesse de cette armée, qu'on disait la deuxième armée du monde, et qui ça, c'est quand même un effet de surprise. Qui se révèle totalement incapable de dominer une armée à tout point. Alors, évidemment, armée par l'Occident, équipée par l'Occident, mais qui sur le papier, il y avait une disproportion initiale énorme, et les disproportions, en réalité, est en sens inverse. C'est inversé. Mariam, d'un point de vue géopolitique, c'est vrai que vous le mentionnez, Ziad, les États-Unis, l'OTAN, l'Union européenne, un peu tous unis contre Poutine, même si du côté des pays comme la Chine, l'Iran, là, évidemment, il a ses alliés, avec un bémol peut-être sur la Chine, mais il y a une logique de bloc qui s'est un petit peu remise en place. Oui, moi, cette image, les premières images de la guerre, et puis les services de renseignement américains qui prédisent pratiquement minute par minute ce qui va se passer, sauf la prise de Kiev en 48 heures qui ne s'est pas déroulée. Mais on savait, le scénario avait été dévoilé par les services américains, une vraie solidarité, un vrai bloc, effectivement, contre
la Russie pour l'Ukraine. Moi, ce qui me marque cette année, puisqu'on revient sur cette année 2022, c'est quand même 10 mois de guerre, c'est cette image de réfugiés qui arrivent massivement, qui arrivent en Pologne, la Pologne qui les accueille et qui arrive aussi en Europe. D'un point de vue géopolitique, effectivement, ça donne un état des lieux de notre monde en 2022, avec la Russie qui, soumise aux sanctions, en est réduite à acheter des drones de fabrication iranienne, ces fameux drones Shahed, qui vont être fabriqués d'ailleurs sur le sol russe, des gardiens de la Révolution qui sont aussi visibles en Crimée ou dans d'autres territoires annexés par la Russie, et des drones qui sont neutralisés par les Ukrainiens, ce qui a valu un petit trait d'humour sarcastique de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, en disant que les Russes étaient tellement acculés qu'ils en étaient réduits à acheter des drones bon marché iraniens. Volodymyr Zelensky, effectivement, qui sort, encore une fois, Julie, vraiment grandi, même révélé par cette guerre, finalement. Oui, révélé par cette guerre, parce qu'il devient ce chef de guerre, lui qui a un parcours quand même atypique en politique, qui était humoriste, qui est rentré en politique un peu sur le tard, qui était beaucoup moqué, qui n'était pas forcément très apprécié au sein de toute sa population. Mais ce qui est intéressant aussi, pour rebondir à ce que vient de dire Mariam, c'est que tout ce qu'espérait Poutine, c'est diviser l'Union européenne, c'est que cette union, c'est autant en état de mort cérébrale, soit en encéphalogramme plat. Et en réalité, ce que cette guerre montre, c'est que l'Union européenne est capable de s'unir, que l'OTAN est capable de s'unir. Et donc, tous ces espèces de souhaits de Poutine sont complètement tombés à l'eau également, au fur et à mesure que cette guerre s'enlise au fil des mois. Autre événement marquant cette année, il y en a beaucoup, donc on avance. L'Iran, est-ce que c'est une révolution? Bien sûr, on se pose la question, les Iraniennes, les Iraniens dans la rue, depuis la mort de Mahsa Amini le 16 septembre, malgré la répression féroce du pouvoir. Les autorités évoquent 300 morts, les ONG évoquent plutôt 400 morts et des milliers d'arrestations, 11 personnes condamnées à mort. On va revoir quelques images de ces femmes en colère, justement, pendant qu'on en parle. Mariam, vous qui êtes notre ancienne correspondante sur place, d'abord, est-ce que c'est une révolution? On voit bien que tous les symboles du régime sont attaqués. En tout cas, c'est un mouvement révolutionnaire, c'est évident. Et ce qui se passe dans les rues depuis 3 mois maintenant, les actions des manifestants sont révolutionnaires. C'est-à-dire de retirer le foulard, de le mettre dans un feu, de danser autour, de décrocher les portraits de 2 personnages centraux de la République islamique qui sont intouchables. C'est vraiment la ligne rouge de la République islamique, qui sont l'imam Khomeini, le fondateur de la République islamique, et l'ayatollah Khamenei, qui est l'actuel guide suprême. Les critiques peut vous emmener en prison pour de nombreuses années ou vous emmener dans les couloirs de la mort. Donc qu'on décroche ces portraits, qu'on les brûle, qu'on brûle la maison natale de Khomeini également dans sa ville natale, ça c'est révolutionnaire. À Téhéran, vous savez, aujourd'hui, il y a énormément de femmes qui ont retiré le voile. C'est-à-dire qu'elles marchent comme elles voudraient s'habiller et au nez, à la barbe des policiers qui, pour l'instant, ne les arrêtent pas. Donc, rien que pour ça, c'est révolutionnaire. C'est-à-dire que c'est la première fois depuis 43 ans, depuis l'instauration de cette République islamique, qu'elles ont retiré le voile et qu'elles entendent vivre comme elles le veulent. Et c'est en ça que leur combat est absolument inédit. Et puis surtout très dangereux, puisqu'effectivement, il y a une répression très forte, Ziad. On a vu les Kurdes en particulier, cette région d'Iran où on voit vraiment des scènes de guerre, on peut le dire, tant la répression est forte. Et malgré cette répression, eh bien, il continue. On oublie souvent que l'Iran est un pays multiethnique aussi, et donc il y a une tentative du pouvoir central de gommer cette multiethnicité, de centraliser ça autour de l'identité chiite musulmane. Donc bon, ça c'est un des aspects. Et le deuxième aspect, c'est qu'on sent malgré tout un flottement, c'est-à-dire d'un côté on annonce la dissolution de ces fameuses brigades, je ne sais pas quel est le nom technique exact, des mœurs, enfin la police des mœurs. La patrouille de la guidance islamique. Voilà, la patrouille de la guidance islamique. On ne sait pas trop si ça a été enlevé, pas enlevé. Puis après, on envoie quand même à la pendaison des jeunes. C'est-à-dire le symbole est d'une puissance. C'est-à-dire c'est des gens qui ont 20, 22 ans, 23 ans sur des futilités qu'on a plus ou moins montées. On les envoie à la corde. Et quand on sait qu'en Iran, ce genre de décisions, je pense, ne peuvent pas être prises sans l'aval du guide de Khamenei lui-même. C'est des décisions d'une force telle que ça ne peut venir que d'en haut. Donc on sent que c'est un régime qui est à la fois... dont l'instinct est d'aller à la répression dure pour casser
le mouvement, mais on sent aussi qu'à l'intérieur du régime, il y a quand même des réformateurs qui ont toujours existé, qui n'ont pas entièrement disparu, qui disent mais où on va comme ça. Qui ont perdu en crédibilité, manifestement. Oui, mais on a entendu des gens, excusez-moi, des enturbanés. J'ai vu à la télé des gens dire oui, mais l'ancien président a fait une déclaration quand même. Ça prouve que c'est pas monolithique. Moi, je pense que c'est pas un régime monolithique. Il est dominé par les forces de la répression, mais je pense qu'il y a des gens qui disent comment on va sortir de ça. Quelle est la sortie de crise? Les seuls qui peuvent s'inquiéter un petit peu, c'est les gardiens de la révolution, parce que leurs intérêts économiques sont menacés par la chute potentielle du régime. Sur les réformateurs, je suis désolée, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'ils ont réussi à complètement... En fait, tout est vraiment réglé comme du papier à musique depuis 1979. C'est 8 ans de conservatisme, 8 ans de réformateurs ou de modérés, comme on dit, mais c'est exactement la même politique. Mais ils ont réussi à tuer tous les réformateurs. Là, quand on voit effectivement Mohammad Khatami, qui est l'ancien président des réformateurs, qui a déçu énormément d'Iraniens, parce qu'il n'a rien fait finalement pour la population. Mais il soutient le mouvement, lui, c'est ce qu'il a dit. Mais lui, il est interdit. C'est en ça que c'était un peu surprenant. On n'a même pas le droit en Iran de le photographier, que sa photographie soit dans un journal. C'est-à-dire qu'il est interdiction d'apparition publique. Hassan Rouhani, on ne le voit pas du tout, l'ancien président. Là, tous les organes du pouvoir, que ce soit la présidence, le Parlement, l'autorité judiciaire qui est indépendante, et je mets des gros guillemets dessus, sont aux mains des ultra-conservateurs. Et là, clairement, depuis l'arrivée au pouvoir de Ebrahim Raïssi en juin 2021, c'est un tour de vis sans précédent que le guide suprême, les autres, c'est lui qui gouverne l'Iran, veut remettre une chape de plomb sur la population iranienne. C'est vraiment ça. Il y a une Iranienne qui me donnait cette image-là. C'est un petit peu, étouffé, relâché un peu, et on étouffe de nouveau. C'est-à-dire qu'ils Donc c'est le bras de fer, en fait. Ils ont laissé un tout petit peu faire semblant qu'il y avait un petit peu de liberté en Iran, puis de nouveau Ebrahim Raïssi arrive en juin 2021. Il remet la police des mœurs massivement dans les rues. Il veut par la force pousser les Iraniennes surtout à suivre une vie islamique que personne ne veut en Iran, parce que c'est une population ultra jeune, ultra connectée, ultra urbanisée. Ultra éduquée aussi. Ultra éduquée. Donc on a un décalage entre un pouvoir qui est complètement déconnecté de la réalité, qui est devenue extrêmement minoritaire, très peu soutenue par la population, et une population qui n'a envie que d'une chose, la liberté. Julie ? Oui, moi j'ai le souvenir d'être allée en Iran avec Mariam il y a quelques années, et ce qu'on voit aujourd'hui dans les rues de Téhéran et d'autres villes du pays, c'est extrêmement courageux. Tant on a pu observer Mariam, parce qu'elle a été correspondante là-bas pendant 5 ans, 6 ans, si je me trompe, à quel point cette police des mœurs était présente, à quel point même moi, occidentale, quand j'avais pas mon voile sur la tête, on m'arrêtait, à quel point les gens avaient très très peur de parler, même en off, aux journalistes. Je me souviens qu'on avait été voir un homme au fin fond des montagnes qui avait très peur de nous parler, alors qu'on parlait en off, et qu'il avait très peur de se faire arrêter juste parce qu'il parlait à des journalistes occidentales. Donc il y a une telle chape de plomb sur cette société que ce qui est en train de se passer là en Iran est assez exceptionnel et inouï, et la force qu'il faut à ces jeunes pour se confronter à cette répression est assez admirable. Claude. Et d'une certaine façon, ça répond à votre question initiale. Est-ce que c'est une révolution ? Il y a tous les ingrédients d'une révolution, sauf la capacité d'une alternative. Parce qu'en réalité, il se passe un peu la même chose qui s'est passé dans les révolutions arabes, c'est qu'il n'y a pas de débouché politique pour l'aspiration populaire. Toute cette jeunesse qui en effet n'était pas née quand Khomeini est rentré de Nofl-le-Château. La majorité de la population iranienne n'a jamais connu autre chose. Ils ont vécu toujours sous la République islamique, ils n'en peuvent plus, et on sait qu'il y a une formidable aspiration à la démocratie et même une fascination de l'Occident dans une grande partie de cette jeunesse. Souvenez-vous du deuil qui a saisi l'Iran au moment du World Trade Center, de l'attentat contre les tours. C'est un des pays du monde où l'émotion, l'empathie avec l'Amérique a été la plus forte à l'époque, aussi paradoxal. C'est un paradoxe. Mais aujourd'hui, on est dans cette situation-là où il y a d'un côté, comment dire, le courage est d'un côté, les armes sont de l'autre. En réalité, on ne peut pas parler de guerre civile parce qu'il y a une asymétrie totale. Les uns n'ont que leur courage et leur dignité et leur mobilisation à opposer à un régime extrêmement violent et qui est prêt à tout pour se maintenir. La question étant, vous êtes infiniment plus compétente que moi, est-ce que le système peut s'effondrer de l'intérieur ? Les réformistes, on voit bien, ont toujours agi depuis la révolution islamique sur le mode de Lampedusa, c'est-à-dire tout change pour que rien ne change. Et en réalité, on ne voit pas aujourd'hui qui peut politiquement donner un accès, un débouché au mouvement populaire.
Mariama. Je ne donnerai pas de nom parce que je ne veux pas mettre leur vie en danger, mais sachez qu'à Evin, qui est la plus grande, on dit que c'est la plus grande prison pour les étudiants et l'opposition politique, il y a sûrement des alternatives. Il y a des alternatives en Iran et je pense que là, c'est pas du tout... Moi, je parle avec des manifestants quasiment tous les jours et quand je pose cette question-là, ils me disent la priorité, là, c'est que ce régime tombe et on verra après. Mais il y aura. Ils me disent tous, et il y aura quelqu'un d'autre qui va passer, qui va arriver derrière eux. De toute façon, on ne peut pas avoir pire que ce régime-là. Moi, c'est ce qu'on me dit. Eux, leur priorité là, vraiment, et la mobilisation ne faiblit pas. Enfin là, il y a eu quand même deux condamnations à mort qui ont été deux personnes qui ont été exécutées. Donc on sent qu'il y a une certaine peur aussi, une nouvelle peur qui s'est. C'est une façon de terroriser la population. Ces condamnations. Mais ils me disent, on trouvera quoi qu'il arrive une alternative à ce régime. Il y aura toujours. Mais il faudrait qu'un des piliers du régime cède. Le guide suprême qui n'est pas en bonne santé. Pour que le système s'effondre, il faut qu'il y ait une déflagration interne au système. Beaucoup disent que tout va se dérouler au moment où le guide suprême va mourir, parce qu'il va y avoir un problème de succession. Et comme il n'est pas vraiment en bonne santé, voilà, c'est peut-être une échéance à court terme. La difficulté, c'est qu'on parlait de la Russie, c'est que ça s'est intégré dans une crise globale. C'est-à-dire que comme l'Iran s'est positionné comme un allié sans discussion, c'est vraiment un axe Téhéran-Moscou qui s'est installé, et donc on sent aussi que c'est une garantie pour le régime iranien de se couvrir aussi en étant totalement intégré dans un conflit global sur lequel il y a une alliance très forte et qui les protège malgré tout. C'est-à-dire que les Chinois, par exemple, ont plus de distance dans leur approche. Autre moment politique fort, cette fois c'est pour la France, un moment politique, celle de la réélection d'Emmanuel Macron, avec 58,55% des suffrages exprimés. Marine Le Pen a recueilli 41,45% des suffrages exprimés. Le taux d'abstention, très important, 28%. On va écouter Emmanuel Macron, c'était le jour de sa victoire. Après 5 années de transformation, d'heures heureuses et difficiles, de crises exceptionnelles aussi. Ce jour du 24 avril 2022, une majorité d'entre nous a fait le choix de me faire confiance pour présider notre République durant les 5 années à venir. Allez Claude, comment est-ce que vous le qualifiez, ce second mandat d'Emmanuel Macron? Compliqué, pas de majorité? Est-ce qu'il va faire la réforme des retraites? Compliqué. Son meilleur atout, c'est l'état de l'opposition. Sa réélection, c'est l'échec total des oppositions. C'est le premier président réélu en étant aux affaires. Les autres ont été réélus parce qu'ils avaient perdu les législatives. Lui, c'est le premier qui était à la fois au pouvoir et qui est réélu. Donc, quand vous gouvernez, vous assumez l'impopularité de la gouvernance, vous assumez le malheur du monde. Et naturellement, dans des pays démocratiques, de plus en plus, l'alternance est quasi automatique à chaque élection. On sort les sortants parce qu'on espère faire du neuf. Donc, la droite dite de gouvernement a eu 5 ans pour se reconstruire après la défaite de 2017. Ils sont passés de 20 et quelques % de Fillon à 7% de Madame Pécresse. La gauche dite de gouvernement a eu 5 ans pour se reconstruire. Ils sont passés des 7% de Benoît Hamon au 1,70% de Madame Hidalgo. Donc, pour les partis de gouvernement, c'est un naufrage. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, ce sont les partis extrêmes qui ont littéralement aspiré les forces d'opposition. On voit bien avec l'élection de Ciotti à la tête de LR que LR est en train de quasiment se faire satelliser par l'extrême droite, de la même façon que le Parti socialiste a été totalement satellisé par la France insoumise. Il n'est plus aujourd'hui qu'un parti croupion à la dévotion de Jean-Luc Mélenchon. Sauf si son congrès en décidait autrement, mais ce n'est pas parti pour. Donc, dans l'astrophysique de la politique française, c'est exactement comme dans le ciel. Les masses les plus importantes attirent les masses de moindre. Et donc, Macron, au fond, a aggloméré à peu près toutes les forces politiques du centre pour en faire une espèce de gros bloc central. Et ce gros bloc central a face à lui des oppositions totalement déterminées, mais qui ne sont pas compatibles. Et on le voit bien avec l'affaire des motions de censure. Vous pouvez toujours faire tomber le gouvernement. Peut-être qu'ils vont réussir à faire tomber le gouvernement. Mais pour faire tomber le gouvernement efficacement, il faudrait être capable, derrière, de constituer une majorité de gouvernement. Or, tout le monde voit bien qu'une majorité de gouvernement comprenant Jean-Luc Mélenchon et
et Marine Le Pen est totalement impossible. Donc, d'une certaine façon, la majorité dite relative d'Emmanuel Macron, c'est à peu près, un pouvoir faible, mais dans l'état actuel des rapports de force, le seul possible. Le seul possible, mais pas facile quand même. Julie, vous avez fait la campagne pour nous. Qu'est-ce qui vous a marqué finalement pendant cette campagne? En fait, ce qui m'a marqué, c'est que j'ai fait un tour de France avec Florence Villeminot et j'ai été interviewer beaucoup de gens en dehors des grandes villes. Et sans demander au départ aux gens pour qui ils votaient. Et ce que j'ai ressenti, c'est que les gens se sentaient complètement délaissés par l'Élysée, les institutions françaises, et qu'en effet, ils tendaient de plus en plus vers l'extrême gauche ou l'extrême droite, que les deux partis de gouvernement... ou l'abstention, énormément d'abstention. Des intérêts civiques. Énormément d'abstention. Et que la tentative de banalisation du Front National, Rassemblement National avait complètement fonctionné, notamment dans les campagnes, où énormément de gens qui me disaient, avant avoir voté notamment pour le Parti socialiste ou encore pour l'extrême gauche, se tournaient aujourd'hui vers Marine Le Pen. Et ça, c'était très marquant de voir que partout où on allait avec Florence, là où on pensait interviewer des gens qui étaient plutôt de gauche, avec nos pré-interviews par téléphone, eh bien, on s'est retrouvé avec beaucoup de gens qui allaient voter pour Marine Le Pen et le Rassemblement national. C'est une première chose qui m'a marquée. C'était la défiance finalement qu'ils affichaient. Oui, la défiance, ils se sentaient complètement déconnectés de Emmanuel Macron et de sa politique et de son en même temps. Et ils se sentaient marginalisés, ils ne se sentaient pas respectés. Toutes les petites phrases du début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, comme il suffit de traverser la rue pour trouver du boulot ou des choses comme ça, pour eux, c'était complètement en déconnexion avec leur quotidien, leur vie de tous les jours. Ziad, alors pas facile pour Emmanuel Macron qui veut aussi incarner, si on regarde d'un point de vue international, le leadership européen. On l'a vu avec Joe Biden au G20. Est-ce qu'il parvient finalement aujourd'hui à prendre ce leadership? Par absence de concurrents notables. Face à Olaf Scholz, il gagne. En retraite. Olaf Scholz, c'est pas spectaculaire. Et en plus, on découvre une Allemagne qui est paradoxalement moins européenne, plus complexe, en crise, en difficulté économique. On a bien vu sur l'affaire ukrainienne à quel point ils ont été tentés à un moment de la jouer un peu solo pour préserver leurs intérêts. Il n'y a plus d'Angleterre. Pour le moment, ça reviendra un jour peut-être, mais il y a eu la crise des premiers ministres à répétition. Donc, le Brexit aussi. Le Brexit, un premier ministre qui a duré 15 jours, un deuxième. Donc il n'y a qu'une seule. Il y a les pays d'Europe de l'Est qui sont soit dans une orbite néoconservatrice comme la Hongrie, soit ultra militants comme la Pologne, et on ne voudrait pas que ça dégénère non plus avec l'Ukraine. Donc c'est par défaut. Donc on a un gars à qui on peut parler et qui, je pense, dit un certain nombre de choses tout haut que beaucoup de gens pensent tout bas, mais qu'on n'ose pas vraiment dire. Quand il parle de sortie de guerre, je pense qu'il y a beaucoup de gens en Europe qui pensent sortie de guerre, parce que le coût de la guerre est très important. Bon, lui, il le dit publiquement, il se fait allumer, mais il le dit publiquement. Et je pense qu'il y a un lien avec les États-Unis qui fonctionne relativement bien, sachant que le centre de décision absolue est à Washington et que nous, on sucre un peu les fraises, mais on arrive quand même à faire passer des messages. L'autre chose, quand même, sur la signification, je pense que 80 députés RN en France, c'est pas anodin. Peut-être que c'est pas anodin non plus qu'il y ait 120 députés NUPES, mais pour des gens comme moi, 80 députés RN, c'est pas anodin. Et la troisième chose qui me frappe, c'est qu'on est déjà dans l'après-Macron. C'est-à-dire que dans ce grand centre dont tu parlais, on est déjà dans les jeux à 25 bandes pour savoir qui pourrait être l'incarnation de ce centre mouvant et réel dans à peine 4 ans. La grande question qui n'est toujours pas tranchée, c'est y a-t-il un macronisme après Macron? Oui, aussi. C'est pas tranché, de la Renaissance après. Comme il y a un Trumpisme après Trump, il n'y aurait peut-être pas de macronisme après Macron. Bien, la politique française revient dans ses canaux habituels, c'est-à-dire la gauche et la droite se reconstituent comme elles ont existé historiquement pendant un siècle et demi, ou bien la France reste durablement structurée par une opposition qui est plutôt celle qui domine aujourd'hui entre, on va dire, élitisme et populisme. Mais c'est l'air du temps, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, c'est ce qui se passe en Italie, c'est ce qui se passe en Europe de l'Est. C'est vrai que un peu partout, la structuration du champ politique se fait plutôt sur cette base-là, plutôt que sur le traditionnel gauche-droite. Mais ça reste une interrogation pour vous, rien n'est c'est pas éternel sûr. En histoire. La prochaine élection se fera probable, peut-être sans Jean-Luc Mélenchon, peut-être sans Marine Le Pen. À ce moment-là, on peut assister à des recompositions imprévisibles.
Il faudra probablement plus de 4 ans et demi pour que les partis de gauche et de droite de gouvernement puissent se reconstituer. On voit à quel point ils sont mal en point. Les choses peuvent aller très vite. Ouais. Souvenez-vous que 6 mois avant de devenir président de la République, Emmanuel Macron était à 7 ou 8% dans les sondages. Donc pour l'instant, pas de certitude. Mariam, sur la politique étrangère, quand même encore un mot sur Emmanuel Macron. Il parle avec tous les dirigeants, c'est un peu ça en fait. Et d'ailleurs, il parlait à un moment donné avec Raisi, au tout début de la Révolution, ça avait été très mal pris en Iran. Après, il a décidé finalement d'ailleurs de recevoir des opposants iraniens. Donc là, il a un peu changé, disons, de politique. Mais bon, est-ce que c'est efficace finalement? Est-ce que c'est de parler à tout le monde? C'est la politique qu'il applique et qu'il revendique, tout comme la chef de la diplomatie française. C'est la position de la diplomatie française, c'est de parler à tout le monde. Et pour reprendre pour paraphraser Emmanuel Macron, c'est parler même avec ceux avec qui on n'est pas d'accord. Ce qui a énormément choqué en Iran, c'est cette poignée de main en fait entre Emmanuel Macron et Brahim Raisi, qui est très malvenue à un moment donné où les manifestations commencent contre ce régime. La police réprime les manifestations. On le sait au moment où il serre la main d'Ebrahim Raisi en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Pourquoi au final? Parce que ça a été utilisé par Ebrahim Raisi, ça a été utilisé par la police islamique qui dit regardez, on a le soutien d'Emmanuel Macron qui pose à côté de notre président. Comme il a revendiqué aussi ses coups de téléphone à Vladimir Poutine pour qu'il y ait encore un lien avec Vladimir Poutine. Et ce qui a énormément déplu à Kiev, c'est aussi les petites phrases. Lorsqu'il dit qu'il faudra apporter des garanties de sécurité à la Russie après la guerre en Ukraine, alors que Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, merci, lui dit qu'il faudra apporter des garanties à l'Ukraine après la guerre en Ukraine. Donc on voit bien qu'ils surfent sur le en même temps, mais le en même temps, en diplomatie, c'est pas forcément une bonne solution parce que des fois, il faut trancher. Lorsqu'il reçoit les 4 opposantes à l'Élysée, c'est plutôt une opération qui est un peu organisée. C'est pas hyper spontané en fait. Il le fait parce que il sait que cette poignée de main, elle a été très mal perçue, mais c'est pas suivi de fait non plus. Là aujourd'hui, il y a énormément d'appels pour que la France réagisse. Vous savez, on a un ambassadeur de France à Téhéran. Nous, il n'y a pas d'ambassadeur iranien à Paris, mais voilà, il n'y a pas de prise de position claire contre les condamnations à mort. Claude, un mot peut-être justement sur cette façon de faire de la diplomatie d'Emmanuel Macron. Il y a deux grandes philosophies en matière de diplomatie. Il y a la diplomatie morale et la diplomatie réaliste. En général, elles sont à peu près incompatibles. Emmanuel Macron, en effet, pratique un en même temps qui est très très casse-gueule, qui consiste à être à la fois le plus ardent, se présenter comme le plus ardent soutien de Zelensky, et en même temps se préoccuper de l'avenir de la Russie et des garanties de paix qu'elle pourrait obtenir au moment d'un règlement qui pour le moment est dans les limbes, qui est totalement hypothétique. C'est casse-gueule, vous dites. C'est à la fin du marché qu'on compte. Si, au fond, l'idée, c'est qu'il veut apparaître comme un peacemaker. Il veut à la fois apparaître comme celui qui aide l'Ukraine à résister et en même temps celui qui peut contribuer. C'est vrai que la puissance est américaine, mais il faudra, si un jour on doit sortir de cette crise, Macron pense que la France a une partition, un rôle à jouer en jouant un rôle d'intercesseur. Ce qu'on essaye de créer très rapidement, c'est cette espèce d'idée d'une puissance de médiation. C'est en train de... Voilà, c'est la théorie qu'il y a derrière tout ça, c'est qu'on n'est pas une puissance militaire du rang américain. On est à notre rang, mais avec nos différents liens, notre histoire, notre culture, notre langue, etc., notre passé, avec l'Afrique, avec la Russie, avec l'Europe, etc. On peut avoir ce rôle de diplomatie d'influence. De diplomatie d'influence et de médiation qui peut donner à la France un rang mondial. Et c'est ce qu'on essaye de faire, mais c'est, comme vous le dites tous les deux, c'est suprêmement casse-gueule sur des dossiers, par exemple, comme l'Iran, mais on parlera tout à l'heure de l'Afrique. On va en parler tout de suite, voilà. Justement. La transition est toute faite. Il y a de la fin de Barkhane. La fin de Barkhane au Mali, bien sûr, c'est très marquant. Que reste-t-il de la présence militaire française et même européenne en Afrique? C'est un moment important pour la France, mais pour l'Afrique, bien sûr, aussi. Celle de ce retrait de la France, celle des Européens du Mali. L'annonce a été faite le 17 février. Pour un retrait dans 4 à 6 mois et plus de 9 ans après avoir été
accueillis au Mali comme des sauveurs face aux djihadistes, eh bien, le retrait de la force Barkhane entraîne une réorganisation de la présence militaire française en Afrique. Dans le même temps, les mercenaires russes de Wagner s'implantent bien sûr dans le pays. Ziad, alors justement, on parlait de cette politique d'influence. Est-ce que c'est vraiment un échec ? Comment vraiment, pour refaire l'histoire, comment est-ce qu'on passe d'un statut de sauveur à un statut de paria ? C'est un peu ça ce qui s'est passé D'abord parce qu'on a eu des troupes au sol dans des villes maliennes et qu'à un certain moment, ces troupes ont été perçues comme des troupes coloniales. Il ne faut jamais oublier la comète coloniale dans l'analyse du rapport des Afriques avec la France. Il y a toujours le fait qu'on est marqué par une histoire, par un passé. Et donc ces troupes ont agi ou pas agi de manière idéale. Et donc tous les gens qui avaient intérêt à affaiblir la France, c'est-à-dire les djihadistes, tout ce qui circule autour des djihadistes, c'est-à-dire tout ce qui est gangstérisme, trafiquants, drogue, armes, etc. Et puis maintenant les mercenaires russes de Wagner. Oui, mais les mercenaires russes de Wagner, c'est Moscou. Donc ces gens-là ont tout intérêt à décrédibiliser cette France-là qui est installée en Afrique en la traitant de néocoloniale, etc. Donc on a perdu la guerre des opinions sur les réseaux, en particulier au Mali et au Burkina. On a perdu... on a pris une décision qui nous a été presque imposée, mais je pense qu'en France, on était arrivé à la constatation que ce dispositif militaire ne pouvait plus accéder à la réalisation des buts de guerre, qui était l'élimination des groupes djihadistes. C'était un succès au départ. Oui, mais parce qu'on a quand même sauvé Bamako. Il faut rappeler que la France a sauvé Bamako à un moment où Bamako aurait pu tomber comme un fruit mûr entre les mains de gens tout à fait peu recommandables. Et il ne faut pas oublier quand même, pour finir sur ça, c'est que le dispositif... D'abord, pour les fans de questions militaires, la sortie est très organisée et ça fonctionne. Et on montre que l'armée française est opérationnelle pour quand même déplacer tous ces gens, ces armements. La logistique, c'est dingue, cette opération de sortie de Barkhane. C'est toujours beaucoup plus difficile de partir que d'arriver. Et la deuxième chose, c'est qu'elle se réoriente vers un pays clé dont je pense qu'on va entendre parler, qui est le Niger. Et la troisième chose... À ses risques et périls ou pas ? Oui, mais le Niger a besoin... Enfin, c'est politiquement très, très, très complexe à gérer, mais le Niger a besoin d'appui. Et la troisième chose, c'est qu'il y a quand même des bases françaises dans des pays qui sont clés. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon, etc. Il y a des bases, peut-être qu'un jour ça va évoluer, mais ces pays, ces arrière-pays de la côte, qui sont menacés par les djihadistes, sont en train d'aller voir les États-Unis pour leur dire « nous sommes menacés au Mali, au Burkina, par des forces pro-russes, il faut que l'Amérique s'en mêle. Il faut que l'Amérique finance l'effort de défense. Il faut que vous... » Et ce qui est en train de se passer... C'est assez nouveau, ça. C'était il y a quelques jours... à la réunion Afrique-États-Unis avec Joe Biden, c'est un message qui a été porté pour dire « mêlez-vous de notre sécurité et de notre défense parce qu'on a besoin aussi de vous de manière plus forte et vos ennemis russes sont en train de s'installer au cœur du Sahel et de prendre une place stratégique dans cette région. » Et Julie, c'est vrai que... Ce qui est intéressant, c'est en fait de voir qu'au début, ça a été plutôt un succès. Serval, Barkhane, Serval qui est devenu Barkhane. Et qu'il y a eu une difficulté à transformer les succès tactiques en succès stratégiques. Ensuite, comme vous le disiez à l'instant, il y a un moment où le terrorisme continue à prospérer dans la région, où la population voit... que les forces françaises sont là et se disent comment c'est possible que avec ces forces-là, eh bien, le terrorisme continue à gagner du terrain. Donc, le sentiment anti-français a commencé à naître un peu comme ça, avec évidemment la lecture historique du passé colonial. Et là-dessus surfe évidemment, alors tout ça se passe dans le temps, ça ne se passe pas en 2 ans. Et dans le temps, la Russie arrive avec ce groupe Wagner qui est, je vous le rappelle, dirigé par Prigojine, très proche de Poutine, on l'appelle le cuisinier de Poutine, et qui n'a de cesse d'alimenter ce sentiment anti-français aussi. Claude Weil, finalement, on est vraiment dans une espèce de nouvel affrontement. L'Afrique est vraiment rentrée dans la mondialisation, si je puis dire. Là, on voit effectivement qu'ils vont faire appel maintenant aux Américains. Dans l'histoire, comme on aurait dit. Et la Russie, donc déjà présente avec les mercenaires de Wagner. Où est la France ? La Russie. Que va faire la France ? La Russie est un champ d'influence. Les Chinois poussent leur pion en Afrique, les Russes poussent leur pion en Afrique, et la France, il y avait des positions historiques et des relations privilégiées avec un certain nombre de régimes, avec toute l'ambiguïté qui a été évoquée, c'est-à-dire la France appelée en libérateur, mais il est fatal, c'est une constante dans l'histoire, que les libérateurs d'un jour sont les occupants du lendemain. Et à partir du moment où la France ayant mis le pied sur le sol sahélien pour arrêter l'offensive qui en effet risquait de s'installer à Bamako,
dès le départ, tout le monde, tous les spécialistes des questions militaires, dont je ne suis pas, avaient diagnostiqué la difficulté de tenir un territoire aussi gigantesque avec quelques dizaines de milliers d'hommes. C'est tout simplement impossible. Donc, on sait que tous les efforts qu'a fait la France, d'abord pour impliquer les Africains eux-mêmes dans le dispositif, en réalité, ça a été très peu efficace. Les Africains n'étaient pas mécontents de laisser la France se débrouiller avec ça et se sont peu impliqués dans la lutte contre Daesh. Et aujourd'hui, c'est presque... On est dans les séquelles, en effet, d'un conflit civilisationnel qui paraît déjà un peu dans le rétroviseur. Aujourd'hui, quand on parle des menaces sur l'Afrique, ce n'est pas Daesh aujourd'hui qui est cité, qui vient en première ligne. Il y a Al-Qaïda, il y en a... Non, il y a toute la nébuleuse. Toute une grosse nébuleuse. Il y a toutes les nébuleuses, mais Claude a pointé un point important, c'est voilà un endroit qui est réellement fragile. C'est-à-dire, il y a une possibilité, d'abord, ces groupes djihadistes se structurent, s'organisent, ils sont présents sur toute la bande sahélienne. Vous partez de la côte atlantique jusqu'à de l'autre côté en Somalie. Vous descendez maintenant jusqu'en Mozambique, vous descendez maintenant jusqu'en République démocratique du Congo, vous descendez jusqu'en Centrafrique, tous ces pays sont menacés par ces forces qu'on n'arrive pas à quantifier, avec des recrutements spontanés, qui s'appuient aussi sur des conflits historiques. Bon, il ne faut pas trop schématiser les conflits historiques, mais c'est vrai, entre qui sont des forces autochtones pour l'essentiel. Pasteurs, nomades, Peuls, pas Peuls, etc. Tout ça rentre en ligne de compte dans un relatif désintérêt du monde qui, pourtant, n'arrête pas de dire lutte contre le terrorisme, lutte contre le terrorisme, lutte contre le terrorisme. Et les seuls, finalement, qui ont pris un certain nombre de risques, et après on peut discuter totalement de l'opérationnalité de tout ça, c'était les Français qui ont essayé d'attirer avec eux les autres Européens, que ce soit les Allemands, etc., pour participer, les Suédois, les Danois. Mais on laisse quand même cette Afrique, excusez-moi du mot, se démerder avec un ennemi qui est un ennemi puissant, organisé et qui peut détruire ces États qui sont là. C'est pour ça. Et au-delà de ces États, qui s'appuie sur les problèmes endogènes, sur les rivalités locales, sur les problèmes que vivent réellement les populations sur place. C'est pour ça qu'il est très difficile d'imaginer que de l'extérieur, une puissance moyenne comme la France puisse venir à bout de ces forces. Non, mais le financement militaire, par exemple, ça, c'est vraiment une discussion. On peut parfaitement financer ces armées, se dire, entre 5 et 10 ans, on va mettre les moyens, ce qui est d'ailleurs un peu l'idée qu'il y a derrière, on va mettre des forces spéciales qui sont plus efficaces que les forces classiques, excusez-moi, il y en avait, les Américains sont capables de mettre 10 satellites pour surveiller au mètre carré. Donc quoi, ce sont les Américains qui vont sauver ces pays-là? Mais les Américains ne peuvent pas avoir un discours en disant je suis contre le terrorisme islamiste et laisser un espèce de trou noir, excusez-moi de l'expression, au milieu de l'Afrique en disant débrouillez-vous avec des pays qui ont des enjeux économiques et sociaux déjà très complexes à résoudre et qui maintenant dépensent de l'argent. Vous prenez par exemple un pays comme la Côte d'Ivoire ou un pays comme le Sénégal, le coût sécuritaire pour ces pays a quintuplé. Ce n'est pas des pays qui ont des moyens indéfinis pour se battre, pour créer, pour mettre des forces, etc. Maria, mais alors on a vu tout de même, on se souvient du discours d'Emmanuel Macron à Ouagadougou, où il parlait de la politique africaine de la France, il misait sur la jeunesse, le développement. Finalement, c'est un échec cette politique? Non, c'est pas un échec. Je pense qu'elle est à redéfinir. Symboliquement, oui. Non, mais je parle moi, c'est une région que je connais. C'est une région que je connais un peu moins. Je pense que c'est pas un échec. Après, il y a aussi la résonance que ça a sur sa politique intérieure. Je suis désolée, mais il y a 53 soldats qui sont morts quand même. Faut pas les oublier, qui sont morts pour protéger cette zone. Quand vous dites on les laisse se démerder, je pense que le Mali, je vais faire attention à ce que j'ai, mais a développé quand même un sentiment très anti-français. L'ambassade a été attaquée. La milice Wagner s'est quand même propagée de manière extrêmement dangereuse au Mali, en Centrafrique. Je pense qu'à un moment donné, quand la vie des soldats est en danger, il faut aussi qu'ils répondent, qu'ils justifient de la présence française à des milliers de kilomètres de Paris. Donc il y a toute une politique qui a réinventé également et se poser la question, est-ce que notre influence n'a pas été aussi grignotée, je pense que j'enfonce une porte ouverte, mais par les Chinois et par cette milice Wagner. États-Unis-Chine, rivalité jusqu'où? Ça, c'est le dernier thème de cette émission. Joe Biden qui conserve au Sénat, il faut le dire tout de même, ses élections midterm. Il s'en sort plutôt pas si mal, Joe Biden, puisqu'il conserve le Sénat et il n'est défait que par une faible majorité républicaine à la Chambre des représentants lors de ces élections de mi-mandat. La Chine, elle, décide de renoncer à sa politique zéro Covid. Xi Jinping développe des alliances d'ailleurs avec la Russie, mais aussi avec les pays du Golfe. La rivalité est économique.
économique, elle est aussi technologique, dans l'armement. On a vu, c'était quand même une image intéressante, Joe Biden et Xi Jinping au G20. Alors, qui va gagner? Qui gagne, Claude? Ne me demandez pas la fin du match. Mais moi, ce qui m'a intéressé pour avoir beaucoup voyagé en Chine pendant des années, c'est de voir l'évolution de la Chine et ce qui est très nouveau avec Xi Jinping, l'affirmation de la Chine puissance. Ça, c'est vraiment une donnée absolument considérable pour les décennies qui viennent. Jusqu'à il y a 10 ans, on va dire, la Chine était obsédée par son taux de croissance, son développement économique. C'était les années de la croissance à 10-12%. C'était les années où chaque année, 50 millions de Chinois sortaient de la misère et accédaient à un standard de vie à peu près à l'occidental, avec la télé, un réfrigérateur et une voiture même. Des congés, quelques jours de congés, la liberté d'avoir un gosse, s'ils voulaient avoir un gosse, on a l'autorisation de partir. Enfin, toutes choses qui auraient paru absolument inconcevables à leurs parents. Et quand on parlait avec les dirigeants chinois, ils récusaient absolument l'idée de puissance. Ils disaient non, nous, vous savez, on est un pays pauvre, en croissance. Ne nous demandez pas d'assumer la responsabilité de la gestion des affaires du monde. Nous, on n'en est pas du tout là. Avec Xi Jinping, pour la première fois, la Chine s'affirme comme puissance dans le jeu international et prétend peser sur tous les grands enjeux régionaux, mondiaux, etc. Ça, c'est évidemment une donnée absolument considérable. Dans quelques années, je ne sais plus exactement quand, le PIB chinois deviendra la première puissance économique mondiale. Va doubler le PIB américain et la Chine va devenir la première puissance économique mondiale. La première puissance, évidemment, démographique, ça on le sait. La première puissance industrielle, ça fait longtemps que c'est fait. Elle progresse considérablement sur le plan technologique. Elle nous tient par un tas de façons, ne serait-ce que le téléphone que vous avez dans votre poche, qui a probablement été fabriqué à Shenzhen et sans lequel vous ne pouvez plus vivre. En plus, ils ont le monopole d'un certain nombre de composants qui sont indispensables dans les technologies modernes. On a réalisé tout cela. Donc, nous sommes face à l'émergence. La Chine superpuissance, qui a longtemps été un thème de colloque depuis le livre de Perfit, maintenant, c'est plus un thème de colloque, c'est une réalité à laquelle nous sommes tous confrontés. Avec un président qui incarne un nationalisme total et un égoïsme assumé. C'est-à-dire la Chine roule pour la Chine. La Chine ne se sent pas de responsabilité. C'est comme le trumpisme. Ne se sent pas de responsabilité à l'égard de la misère dans le monde ou des problèmes des périphériques. La Chine se préoccupe de la puissance chinoise. À partir de là, évidemment, la confrontation avec l'Amérique est inévitable, mais c'est une confrontation qui ne débouchera jamais sur une confrontation militaire. C'est une rivalité économique, c'est une rivalité politique, mais Dieu merci... Sauf Taïwan, peut-être. Oui, Taïwan. Ouais. Taïwan. Alors, c'est là le point de bascule, parce que là, vous parlez des téléphones portables, c'est un sous-traitant taïwanais, Foxconn, qui, justement, fait ces téléphones. Taïwan, c'est incroyable. 4 fois, Joe Biden, il dit que si jamais la Chine continentale attaque Taïwan, ils répondront. C'est jamais un président américain n'est sorti autant de sa réserve politique, de sa réserve sur ce sujet qui est extrêmement inflammable. Parce que même d'un point de vue symbolique, parce que le président chinois a vraiment le sens des symboles, le jour des midterms, le 8 novembre, il s'affiche en tenue militaire et il annonce que l'attaque serait imminente sur Taïwan pour récupérer Taïwan, qui, on le rappelle, vit de manière indépendante, à sa propre monnaie, à sa propre institution, mais dépend officiellement, en tout cas, de la Chine continentale. Il y a Taïwan qui est un point de crispation. Et on voit aussi que sur la géopolitique aussi, parce que là, les États-Unis ont organisé un sommet avec les 47 leaders africains. Pourquoi ? C'est pour aussi dire, il n'y a pas que les Chinois, nous aussi, on peut être un allié pour vous. Ils ont promis 55 milliards de dollars d'investissement. Et de l'autre côté, il y a Xi Jinping qui s'est rendu en Arabie Saoudite il n'y a pas très longtemps, qui est l'allié historique des États-Unis, l'Arabie Saoudite, pour dire, voilà, nous aussi, on existe. Donc, c'est la politique de puissance, finalement, dont parle Claude. Ziad. Mais juste un mot sur ce chiffre de 55 milliards de dollars. Pour de nombreux Africains, c'est peanuts. Et ils le comparent à l'argent qui est mis aujourd'hui dans le conflit en Ukraine, en disant il y a 2 poids 2 mesures. Et la deuxième chose, très rapidement, sur ce que disait Claude, c'est au moment où ils affirment la puissance qu'on voit aussi qu'ils ont des faiblesses. Et la crise du Covid est venue faire dérailler ce sentiment de puissance.
Ils ont été obligés de renoncer à leur Covid-0. Ils ont eu des manifestations. Il y a eu une remise en cause quand même de la toute-puissance du parti au moment où ils se déclarent omniscients, omnipuissants, omnipotents. Et le dernier point, c'est qu'on voit à quel point les Américains ne sont pas prêts à se laisser doubler. Les mesures qui sont prises techniquement par les États-Unis pour freiner la puissance chinoise, que ce soit sur l'électronique, que ce soit sur les puces, que ce soit sur la technologie, que ce soit sur tout ça, ils vont faire la guerre à leur manière, les Américains. Et il ne faut pas les enlever de la carte tout de suite. Et la dernière chose, c'est le respect. C'est ça qui me frappe. Ils sont à la bourre, mais ils se parlent, ils se respectent, ils s'échangent. Ils ont des discussions à différents niveaux des deux États. Et donc, on voit bien que pour les deux, l'avenir, c'est eux. L'avenir, c'est eux. En tout cas, on en parlera bien sûr en 2023. Merci Ziad, merci beaucoup Mariam, merci à vous Claude, merci Julie. Merci à vous tous de nous avoir suivis et vous restez avec nous sur France 24.